Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité. Avant le sommet de chef d'État d'Addis Abeba par rapport à la situation sécuritaire dans la partie est du pays, sera-t-il après ce sommet? Quelle est la solution ultime pour que la partie est de la République démocratique du Congo puisse retrouver définitivement la paix? Nous en parlons dans le cadre de cette émission, mais il sera également question d'évaluer le processus d'enrôlement en cours ici au pays. Vous le savez, nous sommes déjà à la 3e ère opérationnelle ou ère opérationnelle 3, dernière étape. Où est-ce qu'on en est avec cet enrôlement et est-ce que le PPRD, le FCC, en tout cas une bonne partie du FCC, continuera à camper sur ses positions, c'est-à-dire ne pas se faire ou continuer de demander à ses militants de ne pas se faire enrôler? Il sera aussi question de la province du Lualaba où ça se bouscule. On ne connaît pas encore la date de prochaines élections au niveau du gouvernorat, mais on connaît déjà quelques candidats entre Fifi Masuka, Isabelle Kibasa et d'autres comme le rapporteur Kanimbo qui, pour succéder à Richard Mouyej. On débat de tout cela dans votre émission Dites-nous la vérité avec notre invité de ce soir, Yannick Chisola. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, je voudrais vous remercier pour l'invitation, pour l'honneur que vous me faites et vous profitez de ce micro, ces caméras pour souhaiter une bonne année et les meilleurs voeux à tous vos téléspectateurs. J'avoue, j'ai pris quand même 10-15 minutes pour essayer d'écrire votre CV parce que je voulais... Les gens ils connaissent Yannick Chisola, carrément juste quelqu'un membre du PPRD, ancien vice-président en charge de la jeunesse de ce parti, ancien secrétaire exécutif provincial, oui. Provincial du côté de Lualaba. Oui. On connaît très peu l'homme. Alors je me suis donné comme défi de vous présenter quand même autrement pour que les gens puissent découvrir quand même qu'au-delà de ce militant du parti, il y a un homme qui a un parcours qui se cache derrière cet homme, ou carrément je vous laisse le soin de vous présenter vous-même. Au-delà d'être ce militant de parti politique, vous êtes... Je suis avocat. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Je suis de formation donc juriste. En plus de cela, pour parachever ma formation, je suis allé au CHEST. Je suis de la 2e session spéciale du CHEST. Donc j'ai eu un brevet en stratégie et défense. Et récemment, je viens de finir mon master en sécurité intérieure à l'école de criminologie à l'université de Lubumbashi. Sur le plan professionnel, j'ai été plusieurs fois membre des cabinets politiques, secrétaire particulier, chargé d'études, conseiller. Et tout récemment, d'ailleurs, 2 gouverneurs m'ont fait ce réel plaisir, honneur. Ah, mais c'est là que je n'ai pas compris. Oui. Comment en 2019, vous réussissez à vous faire nommer et au niveau de l'exécutif de Kinshasa, comme conseiller, je pense, mais également au niveau de Lualaba, où vous étiez le directeur de cabinet de Richard Mouyej? Oui, je crois que j'ai été repéré dans la Ligue des jeunes par l'ancien camarade Gentini. Et avec le gouverneur Mouyej, vous savez que c'est une longue histoire. Depuis l'université, j'ai évolué à ses côtés. Et donc, les 2 gouverneurs, les 2 camarades m'ont repéré et m'avaient désigné. Et donc, je devais faire le choix entre... Ah, parce que c'est là où je voulais en venir. En ce moment, vous n'avez pas travaillé. Oui, je devais faire le choix entre Kinshasa et Lualaba. Et mon cœur a penché pour Lualaba parce que je venais de faire déjà plus de 14 ans à Kinshasa où je suis allé dans les ministères. J'ai même fini à la présidence de la République. Donc je voulais aussi découvrir la province de mes parents, la province de mes grands-parents. Je voulais aussi donner ma petite expérience à cet élan de développement qui avait déjà commencé à Kolwezi au Lualaba avec le gouverneur Mouyej. Avec un peu de recul, parce qu'on sait ce qui est arrivé à Richard Mouyej, il n'arrivera pas à la fin de son mandat. Bon, il a démissionné. Avec un peu de recul, vous vous dites, ouais, j'aurais mieux fait de rester à Kin parce que Gentini, il est là. Hein. Vous savez, ce n'est pas seulement les postes, c'est aussi une passion de servir le pays. Et partout où je serai appelé à servir le pays, j'irai et je le ferai avec autant de joie et autant d'abnégation. Parce que vous savez, le pays a besoin de notre énergie. Ce pays m'a tout donné, ma formation et tout. Et donc, je dois beaucoup à ce pays et je fais un effort pour que je puisse apporter ma modeste contribution
partout où le devoir m'appellera, j'irai tête haute pour remplir mes obligations. Comment vous êtes arrivé à combiner les études d'un côté et le travail de l'autre? Il faut dire que le gouverneur Mouyej m'avait donné cette autorisation. J'ai eu l'autorisation de pouvoir par moment aller suivre mes cours à Lubumbashi. Mais vous savez, ce qui s'est passé à Kolwezi après le départ de Mouyej, c'était carrément une chasse à l'homme de tous les gens qui étaient supposés être du carré du gouverneur Mouyej. Et voilà, cela m'a permis d'avoir beaucoup de temps pour me concentrer. Vous avez capitalisé ces instants pour essayer cela de mieux... je voudrais remercier tous mes maîtres d'avoir donné encore un plus à mes connaissances universitaires. Et aujourd'hui, je vois les choses maintenant, pas seulement avec un œil de juriste, je vois aussi les choses avec un œil de criminologue spécialiste en sécurité. Est-ce que Yannick Chisola, l'actuel Yannick Chisola, c'est assagi, ce n'est pas l'enfant, allez, je peux me permettre, passez-moi l'expression, c'est pas le jeune turbulent que certains voyaient il y a quelques années. Est-ce qu'il est devenu plus posé, plus mature? Bon, en fait, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vous savez, quand on était militant, réfléchi. Quand on était militant à la Ligue des Jeunes, nous avions une autre façon de faire des choses, parce que, vous savez, la Ligue des Jeunes, c'est le fer de lance du parti. Aujourd'hui, la quarantaine révolue, nous ne sommes plus jeunes. Aujourd'hui, nous sommes appelés à d'autres responsabilités un peu plus grandes que celles que nous avons avant. Et surtout qu'il y a eu de la transhumance, il y a eu beaucoup de départs. Et ces départs tombent à point nommé parce que ces départs permettent justement à nous qui étions de la Ligue des Jeunes de monter au bureau politique, de monter au comité national. Et donc, je ne regrette pas mon passé à la Ligue des Jeunes. Je suis maintenant prêt pour d'autres responsabilités au niveau de mon parti. Et le départ des uns fait le bonheur des autres. De toute façon, vous savez, il y a la régénérescence. Hein, vous savez, ceux qui partent peuvent partir. Le plus important, c'est que Joseph Kabila, aujourd'hui, quand il quitte de sa résidence ou de son domicile et qu'il va sur la rue, ce n'est pas seulement les militants du PPRD qui viennent vers lui, c'est le peuple congolais qui le demande, le peuple congolais qui le réclame. Et donc, je crois que notre passage, alors notre court passage dans l'opposition, nous a permis de pouvoir tirer des leçons de nos erreurs du passé. Aujourd'hui, aux affaires, nous ne commettrons pas les mêmes erreurs. On parlera du PPRD, on parlera quand même de ce que le PPRD entend faire dans les prochains jours, mais reparlons quand même de la situation sécuritaire. Vous l'avez dit, vous avez un autre regard, au regard des études que vous venez de mener, sur un autre regard, par exemple, sur l'actualité sécuritaire dans la partie est du pays. On a assisté il y a presque une semaine maintenant au sommet du chef d'État d'Addis Abeba, où il y a eu quand même des communiqués. On ne parlera pas des résolutions, mais quand même un communiqué assez ferme de la part du chef d'État par rapport aux rebelles de M23. Une semaine après, ça ne bouge toujours pas. Est-ce qu'on doit encore se dire que c'est un sommet de plus, un sommet de trop? Et comment vous analysez tout cela? Madame, d'abord, je veux vous dire qu'il y a eu un état de siège qui avait été décrété, qui a été même voté au Parlement. Mais je crois que tout a commencé là, parce que cet état de siège avait été institué sans que l'on pose le diagnostic. Ce qui nous manque au pays, c'est la culture d'évaluation. Est-ce qu'avant de prendre cette décision, nos dirigeants ou les responsables de la sécurité ont pu faire une réunion d'évaluation, un diagnostic? Une réunion d'évaluation n'est pas à confondre avec une réunion de sécurité, parce que j'ai assisté plusieurs fois à des réunions de sécurité. Dans les réunions de sécurité, le plus souvent, les responsables de sécurité, chacun veut tirer le drap de son côté pour montrer aux responsables qu'on est performant. Mais une réunion d'évaluation, c'est une réunion où on fixe les objectifs, on fixe les résultats à atteindre. Et quand on a fait ce diagnostic, on se donne les moyens pour arriver au résultat. Et ces moyens, ce sont des moyens humains, ce sont des moyens financiers. Et il faudrait faire de l'évaluation avant, pendant et après. Et moi, j'ai l'impression que ces évaluations ne se font pas, parce qu'on ne sait pas évaluer l'efficience. Quand je parle de l'efficience, je parle du coût et de la relation entre le coût et le moyen. On ne sait pas évaluer l'efficacité.
aujourd'hui, est-ce qu'après l'institution de l'état de siège, l'autorité de l'État a été est maintenant plus efficace qu'avant l'état de siège, parce que nous sommes allés du gouvernement ou de la gouvernance civile à la gouvernance militaire. Il faudrait qu'on fasse cette évaluation. Aujourd'hui, quand on prend par exemple une province comme le Nord Kivu, les territoires sont coupés entre eux. Les gens qui sont, nos compatriotes qui sont à Beni ne savent plus aller à Butembo. Ceux qui sont à Goma ne savent plus aller à Lubero. Et donc, nous pensons que état de siège, avant état de siège, était mieux qu'après, que maintenant que nous sommes en état de siège. Et donc, il faudrait vraiment qu'on fasse une vraie évaluation pour réorienter ou pour changer le fusil d'épaule afin de pouvoir sauver nos compatriotes qui sont à l'Est. Je voudrais d'ailleurs profiter de votre caméra pour m'incliner devant tous ces compatriotes qui sont tombés face à cette guerre injuste que nous impose le Rwanda via le M23. Il faut dire que l'évaluation, c'est ce que tout le monde attend. Je crois que le président de la République l'avait annoncé, notamment devant les députés nationaux, les parlementaires de cette partie du pays. Ça se fait attendre, mais dans l'autre temps, il y a d'autres processus en cours pour éventuellement demander au M23 de se retirer, de déposer des armes. Ça ne marche toujours pas. Quelle est la solution pour mettre fin à la guerre? L'état de siège n'a pas marché. Devons-nous faire la guerre au Rwanda, qui est aujourd'hui présenté, à raison d'ailleurs, comme étant celui qui soutient le M23? Vous savez, madame, la guerre ne se gagne pas seulement sur le terrain des opérations. La guerre se gagne, je pourrais dire, sur 3 fronts. Sur le plan interne ou politique, sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Il faudrait donc qu'on allie aujourd'hui tous ces axes. Je voudrais parler, par exemple, sur le plan politique. Est-ce que nous assistons à une cohésion ou une unité nationale face à cet ennemi commun qui est le Rwanda via le M23? Je ne pense pas. Tout le monde dénonce le Rwanda. Est-ce que le président de la République a suffisamment mis en place un cadre pour permettre la cohésion nationale, pour permettre la réconciliation nationale? Est-ce que le président de la République a mis en place un cadre pour permettre à ce que les forces politiques et sociales se réunissent autour de lui? C'était ça le but de l'Union sacrée, il avait tendu la main. Non, l'Union sacrée, c'est une plateforme ou un regroupement qui s'est fait... Ça devient une plateforme, mais au début, c'était ça. Le départ était mauvais parce que déjà, c'était un départ qui est sur fond de corruption. L'union sacrée, c'est du débauchage. L'union sacrée, c'est de la transhumance. Moi, je parle des forces politiques, des véritables forces politiques. Moi, j'ai même fait un jour, j'ai même écrit sur mes pages dans les réseaux sociaux, nous voulions par exemple voir un président Tshisekedi consulter le président honoraire Joseph Kabila qui a géré cette section et qui a mis fin au M23 en 2013. Peut-être qu'ils le font. La porte-parole du président de la République a dit, qui vous a dit qu'il ne se voyait pas? Madame, je suis au cadre du PPRD, cela n'a pas été fait. Nous avions voulu voir le président de la République consulter d'autres forces politiques, d'autres forces, notamment les forces de l'opposition, consulter les forces sociales, de créer la cohésion, de créer l'unité nationale. C'est ça qui est important sur le plan politique. Les mesures de décrispation devraient être des mesures qui permettront aujourd'hui, par exemple, que l'on puisse accompagner, par exemple, la libération des prisonniers politiques, les Jimmy Kitenge, les Barnabé, les pasteurs Momo qui continuent à trimer en prison. Il fallait lancer des signaux forts pour la cohésion nationale. Parce que ce que vous oubliez, c'est quoi? C'est que les militaires qui sont au front, il a une famille. Sa famille, lui, il est apolitique, mais sa famille est peut-être politique. Sa femme, ses frères ont des partis, ont des tendances politiques. Est-ce que vous pensez que ce militaire-là est prêt à faire le sacrifice suprême lorsque du front, il apprend des nouvelles à Kinshasa qu'on aurait arrêté ou qu'on aurait, on aurait empêché une manifestation ou de politique? Vidons alors Makala. Bon, je ne dis pas que tous les prisonniers... Makala. Je dis, non, à Makala sont des prisonniers politiques. À cette allure, on risque de ne plus avoir de prisonniers. Hein. Il faudrait promouvoir des mesures pour permettre à ce qu'il y ait l'unité nationale. Vous savez, pour faire face au M23, Joseph Kabila, par exemple, avait fait ce qu'on appelait les concertations nationales. Ça a permis de nous renforcer. Ça a permis à ce que nous ayons le même entendement. Cette cohésion nationale, elle est importante. Et cette cohésion nationale, le président de la République, le gouvernement de la République peuvent le faire. Cette cohésion nationale avait abouti justement à la mise sur pied d'un gouvernement
de cohésion nationale et c'est ce que tout le monde ne veut pas. Non, nous ne parlons pas ici de mettre en place un gouvernement. Nous parlons ici de nous unir, de nous réunir autour d'un objectif commun qui est celui de bouter le M23. Comment on procède concrètement? Mais vous savez, par exemple, je vais revenir, par exemple. Comment se fait-il que lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, que l'on puisse amener au stade des martyrs Paul Kagame, qui charrie derrière lui des millions de morts et que les militants de l'UDPS l'applaudissent au stade? Comment se fait-il que nous avons un passé de guerre avec des pays de l'Afrique de l'Est, mais que l'on prenne notre pays et que l'on puisse l'intégrer dans l'EAC? Je crois que ce sont des choix stratégiques qui n'ont fait qu'empirer notre situation. Il faudrait qu'on comprenne la situation politique et la situation de la sous-région et pouvoir prendre des choix stratégiques qui permettent à ce qu'ils puissent promouvoir la paix. Et sur le plan diplomatique... Je voulais rester d'abord sur le plan en interne. Oui. Concrètement, comment on arrive à créer cette cohésion nationale? Mais en mettant fin au tribalisme, par exemple. Comment se fait-il que vous êtes en train de sortir des ordonnances où la 80% ce sont des gens d'une même région? Est-ce que vous pensez que dans cette armée, les gens qui vont les combattre, tous sont d'une même région? Comment se fait-il que vous faites des ordonnances de la diplomatie, 80% des gens d'une même région? Regardons les choses en face. Parce que vous savez, l'opposition, c'est le miroir du pouvoir. Nos critiques permettent d'améliorer. La cohésion nationale peut aujourd'hui pouvoir se faire, pas seulement dans ce que je viens de dire, le regroupement des forces vives et sociales, mais aussi par l'agissement de nos dirigeants. Arrêtez avec le tribalisme. Le pape est venu nous dire ça. Le pape a dit réconcilions-nous. Et depuis que le pape est parti, est-ce que vous avez suivi qu'il y a même un prisonnier politique qui est sorti de prison? Donc le tribalisme est pour vous l'un des éléments majeurs qui met à mal la cohésion. Mais aujourd'hui en Ituri, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui l'Ituri soit en état de siège? C'est parce qu'il y a eu le tribalisme. Tout récemment, par exemple, on a fait la mise en place des administrations de la territoriale. Je prends l'exemple, je vais pas aller au Katanga où il y a eu beaucoup d'encre, comment on dit, de sueur et de sang et de salive. Je voudrais parler d'Ituri. Comment se fait-il qu'on nomme en Ituri et la plupart des administrateurs des territoires sont des gens d'une même ethnie? Comment vous allez favoriser la cohésion entre les peuples? Comment vous allez favoriser la cohésion entre les ethnies? Le Congo, vous avez vraiment, vous avez des preuves de tout ce que vous avancez Madame Élysée, le Congo, c'est 450 ethnies, 450 tribus. Lorsque les autres ethnies ou les autres tribus pensent qu'il y a une tribu qui est favorisée, il n'y aura pas de cohésion nationale. Mais vous êtes également conscient qu'on ne peut pas, nationale. peu importe les nombres de nominations, on n'arriverait pas à nommer les 450 ethnies dans les différents postes de l'État. Est-ce que le problème n'est pas ailleurs? C'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde tourne son regard vers l'État, alors qu'il doit tourner son regard vers autre chose aussi. Non, madame, vous avez... comme je disais, que c'est le peuple qui doit accompagner, le peuple congolais, qui doit accompagner nos forces armées. Ça, c'est sur le plan politique interne. Et sur le plan politique interne, il y a des réformes à faire. Il faut arrêter avec la corruption. Comment vous voulez que le militaire au front puisse se donner corps et âme, puisse aller jusqu'au sacrifice suprême, quand lorsqu'il est dans le tranchée avec son arme, il apprend qu'il y a des millions de dollars qui ont été détournés à Kinshasa? Ça le décourage, ça le démotive. Il faudrait faire ce qu'on appelle... Comme si le détournement est un terme nouveau qui existe maintenant. Mais nous devons lutter contre la corruption, nous devons lutter contre le détournement, nous devons lutter contre l'enrichissement sans cause. Je dis que le sacrifice suprême des militaires au front dépend aussi d'une certaine capacité, de la bonne gouvernance. Il faudrait que nos dirigeants puissent comprendre que ces gens qui sont là, ils ne vont pas aller donner leur vie comme ça, tant qu'ils voient qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la cité. Et donc, nous devons aujourd'hui faire des efforts. Et c'est là, c'est pourquoi j'ai parlé d'évaluation, c'est pourquoi j'ai parlé de cohésion, c'est pourquoi j'ai parlé d'unité nationale, c'est pourquoi j'ai parlé de favoriser le vivre ensemble. Aujourd'hui, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kananga ou au Bas-Congo, nous devons nous sentir des frères, nous devons être des frères et sœurs. Nous devons cultiver ce sentiment d'être tous d'abord des Congolais. C'est cela qui est important. Aujourd'hui, maintenant, on a même quitté le débat de tribalisme. On est allé dans un débat de racisme. Maintenant, on parle maintenant de père et de mère. On commence maintenant à juger les Congolais par leur peau. Je crois que toutes ces histoires ne vont pas participer à créer, à forger la cohésion nationale. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement de pouvoir revoir ces choses.
revoir ces choses, ça on en parlait en interne. Maintenant, sur le front diplomatique, qu'est-ce qu'on fait? On quitte l'EAC? On fait comment? Il faut quitter l'EAC. Madame, il faut quitter l'EAC. Vous voyez, le peuple s'exprime. Vous voyez ce qui se passe, toutes les manifestations qui se font à Goma, qui se font dans la partie Est. Il faut quitter l'EAC. Ces pays ne sont pas sincères avec nous. Nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis tout ce temps, mais on nous a pas compris. Il faut quitter l'EAC. Il faut quitter l'EAC, c'est le moment. Est-ce que la RDC n'est pas seule dans ce combat? Est-ce que la RDC doit quitter l'EAC et plus faire confiance en elle-même? Oui, c'est ça. Il faut faire confiance en son armée. Il faut faire des réformes dans l'armée. Il faudrait... Ça va prendre du temps, vous le savez. Oui, ça va prendre du temps, mais il faut avoir de la volonté. En attendant, on fait quoi? En attendant, c'est une partie du pays qui est occupée. Il faut faire des réformes, il faut faire des réformes. Il y a des acteurs qui sont en jeu. Il faut faire l'évaluation de ces acteurs. Il faudrait aujourd'hui investir dans notre renseignement, le renseignement civil, le renseignement militaire. Il faudrait aujourd'hui mettre des moyens pour... parce qu'on nous vante un budget de 16 milliards. Il faudrait justement que tout cet argent qu'on a maintenant, cette richesse de plus qu'on a, nous devons la réorienter vers une distribution équitable et notamment en priorisant l'armée et les forces de sécurité. Aujourd'hui, par exemple, parce que la guerre, c'est 85% de renseignement et 15% d'action. Est-ce que nos services de renseignement reçoivent suffisamment de moyens pour faire leur travail? Est-ce que nos services de renseignement, à partir de l'AG ou à partir du responsable du militaire, de renseignement militaire, jusqu'au chef de rue ou de cellule, est-ce que ces gens reçoivent suffisamment des moyens pour permettre à ce qu'on aille à une anticipation stratégique? C'est cela là les grandes questions. Et pour qu'on puisse répondre à cela, il faut faire de l'évaluation, il faut faire des vraies études. Et les compétences, il faudrait les trouver. Il ne faudrait pas s'entourer juste par militantisme, il ne faudrait pas s'entourer juste par clanisme ou tribalisme. Il faudrait avoir des vrais professionnels de sécurité qui font des analyses, qui font des études, qui font des projections, afin qu'on ne puisse pas arriver à des surprises stratégiques. On peut être militant et avoir de l'expertise. Hein. On peut être dans le parti et accorder. Nous sommes à la fin d'une mandature. Je crois que le bilan, vous l'avez vous-même. Hein. On en parlera peut-être un autre jour du bilan, parce que vous faites partie de ce bilan. Vous avez eu à diriger avec l'actuel président de la pendant plus ou moins une année et demie. Nous ne faisons pas partie de ce bilan. Nous ne faisons pas partie de ce bilan. Le programme, la vision, c'est un programme du président Tshisekedi, et le Tshisekedi sera seul comptable avec l'union sacrée devant le peuple. Nous, le FCC, encore moins le PPRD, nous ne faisons pas partie de ce bilan. Ça fera l'objet d'une prochaine émission, cette histoire de bilan qui divise, on ne sait pas, alors que vous avez eu quand même à co-gérer. Est-ce qu'aujourd'hui, on quitte l'EAC? Certains se disent qu'il faut carrément faire la guerre au Rwanda. Vous pensez qu'on a les moyens de faire la guerre au Rwanda? Vous savez, quand vous faites la guerre, il faut aussi qu'il y ait une retombée économique. Qu'est-ce que notre armée va aller chercher au Rwanda? Qu'est-ce que nous allons chercher au Rwanda? L'intégrité territoriale. Vous savez, nous ne pouvons pas engager comme ça notre armée à aller dans une zone pauvre et qui va inutilement nous faire perdre le temps. Pour le moment, nous devons nous engager, dans le bon voisinage, dans la paix avec tous nos voisins, et qui veut la paix, prépare la guerre, qui veut préparer la guerre, qui veut préparer la guerre, mais les conditions de mise à condition de nos armées, de nos forces de défense et de sécurité. Mais qu'est-ce que vous reprochez maintenant à Tshisekedi? Parce que c'est ce qu'il a fait. Il a essayé d'être en bon voisinage avec Kagame. Ça n'a pas marché, mais vous le reprochez tous les jours. Mais vous savez que M. Tshisekedi, le président Tshisekedi, a été très mal conseillé d'aller se jeter dans les bras du Rwanda. Le bon voisinage, c'est aussi ça? Non, ce n'est pas ça le bon voisinage. C'est de se jeter dans les bras du Rwanda et de ramener le M23 que nous avons défait en 2013. Le M23 n'existait plus. D'aller refaire une sorte d'alliance, leur promettre certaines choses, et cela leur a donné encore des galons. C'était une erreur et il le reconnaît lui-même. Il l'a dit plusieurs fois qu'il a commis cette erreur. Et donc, aller encore se jeter dans les bras de l'EAC,
une erreur. L'erreur est humaine, mais il ne faudrait pas persévérer dans l'erreur. Et ne pas faire la guerre au Rwanda, ça n'en vaut pas Non, la peine. nous ne sommes pas nous sommes un peuple hospitalier. Aujourd'hui, nous n'allons pas. Notre vocation, ce n'est pas de faire la guerre. Notre vocation, c'est de protéger nos frontières. Notre vocation, c'est d'être une puissance économique. Notre vocation, c'est d'être un pays qui ouvre ses richesses. Pas pour qu'on vienne les piller, mais pour qu'il y ait des vrais partenariats gagnant-gagnant avec d'autres pays. Donc nous ne sommes pas là pour faire guerroyer ou faire la guerre inutilement à des pays voisins. Nous devons vivre dans cette région en paix, parce que vous savez, nous avons 9 pays, et tous ces pays, en tout cas jusque-là, certains, nous sommes en très bonne relation avec eux. Certains sont en très bonne relation avec d'ailleurs beaucoup de pays. On fait quoi des M23 maintenant? Pas de mixage, pas de brassage. Mixage, brassage, des termes étaient venus de vous. Hein. C'est vous qui nous avez appris. Mais mixage et brassage dans l'armée. On en fait quoi des M23? Mais on fait la guerre parce qu'ils nous ont imposé la guerre. Et les M23, on nous en dit que... En faisant la guerre au M23, on fait la guerre au Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui soutient le M23. Mais le gouvernement a l'obligation de protéger ses citoyens. Le gouvernement a l'obligation de protéger les personnes et leurs biens. Donc, pourquoi ne pas faire la guerre directement au Rwanda puisqu'ils soutiennent le M23? Ils ont l'obligation de protéger les citoyens. Et s'ils estiment qu'ils ne sont pas à même de le faire, alors ils doivent démissionner. Je repose ma question. Oui. Pourquoi ne faisons-nous pas la guerre directement au Rwanda qui soutient le M23 au lieu de faire la guerre au M23 soutenu par le Rwanda? Ça dépend de la vision, du gouvernement. Mais moi, j'estime que pour le moment, nous faisons que nous défendre. Et il faudrait, pour que nous puissions nous défendre, pour que nous puissions accompagner nos forces armées, il faudrait une cohésion nationale, il faudrait une réconciliation nationale, il faudrait une unité nationale. Nous avons été agressés et nous ne faisons que nous défendre. Et attaquer le Rwanda ou faire la guerre au Rwanda, moi je dis, mais le faire pour quelle retombée? Parce que la guerre, elle a des conséquences économiques. Est-ce que nous allons prospérer dans notre région en faisant la guerre aux voisins? Est-ce que nous allons attirer des investisseurs lorsque nous déclarons un pays en guerre? Nous disons, moi en tout cas, nous estimons que nous devons sécuriser l'ensemble du territoire national. C'est cela l'obligation d'un gouvernement. Et lorsqu'un gouvernement ne sait pas faire cela, ce gouvernement doit jeter l'éponge, doit démissionner. Gouvernement démissionné, on reste dans la partie est de la République. On parle de la situation sécuritaire, mais qui n'empêche pas, en tout cas pour l'instant, la CENI d'amorcer la dernière phase de l'opération d'enrôlement dans ce coin du pays, en tout cas zone opérationnelle 3 qui comprend le Katanga, le Grand Katanga, l'espace Kasaï, si je ne me trompe pas non plus, en tout cas le Grand Katanga et le Grand Kivu. Je crois que c'est plutôt le Grand Kivu, parce que le Grand Katanga et le Kasaï, c'est l'aire opérationnelle 2. Est-ce qu'avec cette partie du pays qui est touchée par la guerre, qui touche directement l'ensemble du pays, devons-nous continuer à parler élection dans ce pays? Je voudrais réitérer la position du PPRD, du FCC. Nous disons il faut une CENI inclusive. Il faudrait une CENI inclusive. La CENI actuelle de Kadima, elle n'est pas inclusive. L'opposition que nous représentons n'est pas représentée. Cette opposition n'est pas à la CENI. Les personnes qui représentent l'opposition ne sont pas de l'opposition. Ce n'est pas la faute de Kadima, vous faites les frais de votre propre turpitude. En tout cas, nous n'avons jamais envoyé des gens là-bas. Et donc, l'opposition n'est pas représentée à la CENI. Il faudrait qu'il y ait une CENI inclusive. Nous voulons qu'on réforme la Cour. Cette Cour doit être impartiale. Les membres qui composent cette Cour constitutionnelle aujourd'hui, ce sont des membres qui ont été choisis dans les labos de la 10e rue, et qui, nous savons leur rôle, leur mission qui leur a été assignée. Ça, c'est le 2. De 3, nous avons dit qu'il faudrait qu'on touche à la loi électorale, parce que cette loi électorale, aujourd'hui, c'est une loi électorale qui est en faveur du camp au pouvoir. Et 4, nous avons dit qu'il faudrait la sécurité dans l'ensemble du territoire national. Nos exigences sont très claires. Aujourd'hui, regardez comment Kadima patauge dans une incompétence notoire dans cette opération d'enrôlement. Les réseaux sociaux, madame, vous êtes une journaliste d'investigation, tout le monde décrit. Pourquoi s'entêter?
Pourquoi persévérer dans Ça a l'erreur? toujours été comme ça. Mais- Moi, je ne suis pas à mais ma vous première savez, nous couverture sommes- des élections. mais madame, Chaque madame- processus électoral a toujours été comme ça. Madame, mais nous sommes alors allés de mal en pire. Parce que nous sommes à notre 4e cycle d'élection. Ce cycle devrait être un cycle mieux, je veux dire mieux que les 3 autres. Mais nous sommes en train, et le peuple congolais est témoin que ce processus... C'est plutôt les politiques. Ce processus parce que d'enrôlement... on voit l'engouement dans des centres, les gens vont Mais il y a s'enrôler. un engouement avec quel engouement? D'abord, il n'y a même pas d'engouement. Et même les personnes qui veulent aller s'enrôler, ces personnes ne sont pas enrôlées. Elles ne sont pas enrôlées parce que le recrutement même des personnels, c'est un recrutement qui a été fait dans des partis politiques. C'est un recrutement qui a été fait à la 10e rue. Et les personnes qui sont allées à la CENI... Vous faites de graves accusations. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? Madame Odia, les personnes qui sont allées, qui sont en train de nous enrôler ou qui enrôlent les Congolais qui vont... ce sont des personnes inexpérimentées. Vous avez des vidéos qui passent dans les réseaux sociaux. Mais vous prenez une vidéo et vous généralisez, vous dites que Mais c'est comme ça. c'est partout, c'est partout, madame. Soyez quand même Et conséquent quand vous arguez. Mais ce matin, vous ne pouvez pas prendre une vidéo, nous Madame avons combien Odia, de centres? mais Est-ce que ça se passe comme ça dans tous les pas centres? plus tard qu'avant-hier, paix à leur âme, nous venons de voir sur les réseaux sociaux un accident d'un convoi d'une députée dans laquelle on a retrouvé des cartes d'électeurs vierges qu'on devait venir fabriquer ou imprimer ici. Pas plus tard qu'il y a un mois, au Bandundu, nous avons, on a découvert des gens qui avaient des cartes d'électeurs, plus ou moins 300. On ne nous a pas dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous a dit que les enquêtes se poursuivent. Alors que c'était un cas de flagrance, il fallait qu'il y ait un procès de flagrance. Et donc, ces choses nous disent que ces élections ne seront pas crédibles. Une élection, pour qu'une élection soit bonne, cette élection doit être libre, démocratique, transparente. On n'a jamais eu des bonnes crédible. élections dans ce pays, diront certains. Mais ça ne vous a pas empêché, vous qui avez eu organisé 2 fois, je veux dire 3 fois des cycles, 3 fois les élections dans ce pays, vous n'avez jamais réussi à organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Nous l'avons fait, nous l'avons fait. Non, en tout cas, l'opposition à l'époque ne disait pas ça. Nous l'avons fait, mais ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas, le peuple lui-même va juger. D'ailleurs, même par la qualité de votre carte d'électeur. Moi, je vous ai suivi. J'ai vu comment vous-même, mesdames Odia, vous vous êtes plaint de votre carte d'électeur. Du tout. Est-ce que cette carte, j'ai vu, je vous ai vu sur Facebook. Du tout. J'ai lu beaucoup de vos commentaires. Vous vous êtes plaint de cette carte. Est-ce que cette carte d'électeur, elle reprend textuellement votre physionomie, votre visage? Ce sont des gens, on a mis des dispositifs de tricherie. Je ne faisais pas non plus le shooting photo au centre d'inscription. Ce sont des dispositions. Ce n'est pas un shooting photo, les centres d'inscription. Ce sont des dispositions pour qu'une personne puisse s'enrôler plus de 7, 10 fois, 20 fois. Parce que même les opérateurs au centre n'auront pas la facilité de pouvoir décrypter le visage. Est-ce qu'aujourd'hui, même si vous êtes en train de décrire, vous ne vous sentez pas seul? Quand je dis vous, le FCC, en tout cas une partie du FCC, parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent déjà le navire, voilà, ils quittent le navire FCC. Est-ce que vous ne sentez pas seul? Parce que de l'autre côté, vous savez, tous les leaders demandent aux gens d'aller s'enrôler. Vous avez Katumbi, vous avez Fayulu, mais vous avez suivi, vous avez suivi leur récent tweet. Vous avez suivi leur récent tweet. Mais ils n'ont pas remis en question le processus. Vous savez, madame, le mensonge prend, je crois que c'est un musicien qui a chanté ça, que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais la vérité finit toujours par arriver. Et donc, tous ces gens qui se sont engagés dans ce processus, ils vont nous rejoindre bientôt. Ils vont nous rejoindre parce que nous sommes en train d'assister et nous avons là tous les épisodes d'un braquage électoral qui va se faire. Nous avons tous les épisodes. Et nous disons, il est temps, c'est le moment que nous n'allions pas droit dans le mur. Nous devons nous asseoir et discuter et de recommencer ce processus. Parce que tel que nous avançons, ce processus va nous amener droit dans le mur. Et ce n'est pas bon ce n'est pas bon qu'après la guerre du M23, que nous puissions commencer une autre guerre ici en interne, une guerre contre la malhonnêteté. Donc il faudrait déjà maintenant que les forces politiques et sociales puissent s'asseoir afin que l'on discute sur ce processus. Voilà. Yannick Chisola,
Avec tout l'argent dépensé par la CENI, vous pensez vraiment on va refaire le processus d'enrôlement dans ce pays? Mais ce processus est déjà biaisé. Je suis d'accord, soyons pragmatiques. Biaisé. Vous voyez la CENI, Oui. même si on arrivait à changer les animateurs ou certains animateurs, vous voyez la CENI reprendre le processus d'enrôlement. Avec quel argent? Et vous voulez que le pays sombre dans le noir? Est-ce que vous voulez que le pays sombre dans dans un trou profond noir et on ne saura pas se relever? C'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voyez la CENI reprendre le processus? Elle doit reprendre ce processus. Juste pour enrôler le FCC. Pour enrôler le peuple congolais. Mais on s'est enrôlé, il y en a qui s'enrôlent. En tout cas, il n'y a pas d'enrôlement. Vous avez suivi, il n'y a pas d'enrôlement. Il y a quelques individus qui s'amènent avec des bus juste pour donner l'impression qu'il y a engouement. Il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas eu d'enrôlement. Et vous avez suivi que le taux d'enrôlement, même à Kinshasa, il est très faible. Et à l'est du pays, n'en parlons pas. Dites-moi un peu comment on va enrôler à Bunagana. Comment on va enrôler à Saké? Comment on va enrôler dans toutes les localités prises par le M23? Comment on va le faire? C'est pourquoi nous disons sécurité dans l'ensemble du pays, CENI inclusive, Cour constitutionnelle impartiale et une loi électorale révisée. Vous êtes là, les gens se disent, Yannick Chisola, comme beaucoup d'autres jeunes du PPRD, j'allais dire jeunes, peut-être plus de 40 ans, ils sont ambitieux, ils veulent un jour diriger également, avoir des postes, avoir un positionnement dans ce pays. Vous n'avez pas l'impression, comme si on est en train de vous sacrifier, vous jeunes du PPRD? Pas du tout, pas du tout. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous n'allons pas, Madame Élysée, nous n'allons pas cautionner une forfaiture électorale. Nous n'allons pas accompagner des gens qui veulent faire un braquage électoral. Nous n'allons pas être complices des gens qui veulent amener le pays dans un trou profond. Nous n'allons pas être complices. Et ça prendra le temps que ça prendra. Notre Constitution nous donne les moyens de pouvoir empêcher cela. C'est l'article 64. Nous ferons usage de l'article 64 pour barrer la route à ces gens qui, visiblement, et vous le savez, visiblement, veulent opérer un braquage électoral. Pourquoi vous voulez que nous soyons complices à cela? Nous allons faire comme avait fait Laurent Désiré Kabila. Il a refusé d'être complice à la dictature qui a commencé en 60 lorsqu'on a tué Lumumba. Nous n'allons pas nous cautionner, en tout cas la forfaiture électorale. Nous n'allons pas accompagner cette CENI de Kadima. Nous sommes pour les élections et des élections pas avec cette CENI de Kadima. Qu'est-ce que Kabila perd en ne participant pas, en ne s'enrôlant pas? Mais nous sommes des patriotes. Ce n'est pas une question d'individu. Kabila ne perd rien. Est-ce que vous vous dites ça? Kabila, il perd rien. Il a été 2 fois président de la République. Madame, ce n'est pas une question d'individu. Ne rabâchez pas. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il vous sacrifie, vous et vos ambitions? Madame Odia, ce n'est pas un débat d'individu. Ce n'est pas un débat des personnes. Kabila, Tshisekedi, non, ce n'est pas ça. C'est un débat des principes. Nous disons que cette CENI ne reprend pas notre position. Cette CENI ne comporte pas notre position. Ce n'est pas censé de comprendre ça. Nous disons, c'est nous le FCC, c'est nous le PPRD. Pourquoi vous désignez des gens à notre place? Nous disons que ces gens ne sont pas du FCC. Ils ne sont pas du PPRD. Tenez, M. Manara, il a été radié du parti. Par quelle magie il est devenu vice-président de la CENI? Par quelle magie? Nous vous disons que vous allez droit au mur. Vous le voyez et vous êtes conscient de cela. Pourquoi vous ne voulez pas nous écouter? Pourquoi vous voulez que nous soyons complices de cela? Et quand nous refusons d'être complices de ce braquage, vous dites qu'on est sacrifiés. Ok, nous sommes prêts d'être sacrifiés, de faire le sacrifice de toute façon pour que nous ayons ce processus électoral. Il a fallu un jeune, Laurent Désiré Kabila, qui s'est sacrifié 32 ans pendant que nous dansions le Sankaïonsa ici. Laurent Désiré Kabila a fait 32 ans au maquis pour venir nous libérer ici. Et donc, si ça prend le temps que ça prend, ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous n'allons pas cautionner des gens qui sont visiblement dans un braquage électoral. Je viens de chez moi pour venir jusqu'ici, chez vous. Mais est-ce que nous sommes dans un processus d'enrôlement ou nous sommes dans une campagne électorale? Il y a déjà une campagne électorale anticipée. Vous suivez la RTNC, c'est une campagne électorale anticipée. Des gens qui sont aux abois, des gens qui n'ont pas de bilan, qui comprennent qu'aujourd'hui, qui veulent prendre de l'avance par rapport aux autres. On ne va pas cautionner cette forfaiture électorale. On ne va pas cautionner ce braquage électoral.
On ne va pas cautionner cette turpitude de Denis Kadima et ses collègues. Nous allons arrêter cela. Nous voulons que les forces politiques se mettent autour d'une table afin qu'on puisse discuter. On discute sur les mises en place des différentes institutions et on discute sur l'essentiel, sur ce qu'on doit faire. Parce que comment vous allez faire l'élection, par exemple, du président de la République? Est-ce que vous connaissez la circonscription électorale du président de la République? C'est l'ensemble du territoire national. Oui. Et vous ferez donc une élection avec un pays qui est on l'a bien fait en 2018. Hein. Béni n'a pas voté, Yumbi n'a pas voté. Ce ne sera pas une première. Vous avez créé de la jurisprudence dans ce pays. Alors, il faut peut-être en payer le prix. Ce n'est pas de la jurisprudence. Ce n'est pas de la jurisprudence. C'est de la mauvaise foi. Aujourd'hui, c'est de la mauvaise foi. On a voté en 2018 sans Béni, sans Yumbi. Et on ne vous a pas vu sourciller, en tout cas. Ce qui se passe aujourd'hui, madame, et c'est ce que j'étais en train de dire, c'est de la mauvaise foi. Expliquez-moi, madame, comment dans un pays en guerre, vous voyez ce qui se passe en Ukraine, on voit comment se comportent les dirigeants. Comment dans un pays en guerre, le Premier ministre, vous l'avez vu combien de fois à Goma? Vous l'avez vu combien de fois à Béni? Vous l'avez vu combien de fois, parce que c'est le Premier ministre qui est chef du gouvernement, qui j'ai envie de dire, combien de fois vous l'avez vu dans cette partie? Au lieu d'aller là-bas, il se pavane à Lubumbashi, il se pavane partout, sauf là où il y a la guerre. C'est lui qui mais doit... écoutez, madame, c'est pas au Premier ministre de tirer à la Kalachnikov. Mais écoutez, non, c'est pas la Kalachnikov. En France, je vais vous donner juste un exemple, une anecdote avant qu'on passe à autre chose. Très rapidement. En France, il y a eu un Premier ministre qui s'appelle Georges Clemenceau. Il a été porté à la tête d'un gouvernement, la tête du gouvernement de France, une France divisée, une France fatiguée, une France au bout des nerfs et de la guerre. Et il a imposé son autorité à l'armée et à l'ensemble du pays. Et on a dit de Georges Clemenceau, le père de la victoire. Et il a dit ceci, il a dit, la guerre est une chose trop grave, c'est une chose trop grave que l'on peut confier qu'aux seuls militaires. Et donc, nous avons besoin aujourd'hui des premiers ministres, de chefs de gouvernement, des gouvernements responsables, capables d'imposer leur autorité à l'armée, d'imposer leur autorité au pays, afin que l'on puisse sécuriser tout ce pays. Sécuriser tous ces pays, on va très bientôt terminer. Il nous reste une dernière thématique. Je disais tout à l'heure que vous étiez ex-Dirkaba. Il faut dire que vous êtes ex-ex-ex. Est-ce que vous êtes... Vous êtes sans fonction, Sidar. Je suis avocat, madame. Je suis un avocat. Public, fonction étatique, non. Je suis mis en disponibilité. Je suis un fonctionnaire, je suis mis en disponibilité. Très rapidement, on parle de la province du Lualaba où vous étiez directeur de cabinet adjoint de Mouyal. Et j'ai repris ma liberté de parler, j'ai repris ma liberté d'expression. Voilà. Rapidement, comment vous voyez le trio Fifi, Masuka, Isabelle Kibasa et j'allais dire Niembo, le rapporteur du Sénat. Ça ne nous concerne pas. Comment vous voyez, ça se bouscule? D'abord, je veux vous dire qu'après la démission du gouverneur, d'abord l'arrêt brusque de son mandat, parce que vous savez, Mouyej a représenté les rêves des millions des Lualabés. Malheureusement, les considérations politiques ont fait à ce qu'il ne puisse pas finir son mandat. Le peuple Lualabé aujourd'hui réclame les élections. Les Lualabés réclament des élections. Et l'engouement qu'il y a de part dans les états-majors, c'est juste parce qu'on veut que la CENI organise des élections. Ben parce qu'il faut dire qu'il n'y a aucune date. Et je crois que même le ministre de la CENI n'a pas encore été signifié. Donc, du coup, si la CENI est signifiée, bien sûr, elle va organiser. Mais le ministère de l'Intérieur n'a pas encore notifié. Vous êtes des journalistes d'investigation. C'est votre devoir aussi de pouvoir poser des questions. Pourquoi le Lualaba va devenir une sorte de principauté de Monaco, comme on le voit en France? Qu'est-ce que vous entendez par là? Je voudrais dire que le Lualaba, on voudrait imposer un régime qui ne soit pas le régime démocratique, parce que nous sommes une démocratie constitutionnelle. Le Lualaba doit avoir ses élections. Il faudrait qu'il y ait une compétition. Et je ne voudrais pas ici que vous puissiez réduire ces élections de gouverneurs à trois personnes ou trois personnalités. Il faudrait que ça soit ouvert. Il faudrait que ça soit ouvert à toutes les candidatures. Nous voulons au Lualaba des élections pour que le meilleur l'emporte. Il faut que nous puissions avoir la lisibilité des programmes, parce que vous savez, pour la plupart des gens, ils dirigent sans programme. Nous voulons avoir une lisibilité des programmes et nous voulons qu'il y ait un gouverneur qu'on retourne à la légitimité et à la légalité. Parce que depuis le départ du gouverneur, il y a un gouvernement provincial
illégale et illégitime qui a été mise en place par la vice-gouverneure. C'est inconstitutionnel. Aujourd'hui, ce que nous voulons, que l'on aille aux élections, que l'on puisse retourner à la légalité, à la légitimité, et que le Lualaba rentre dans le concert d'autres provinces qui ont vécu leur moment d'élection, leur moment démocratique. Ouais, il faut savoir quand même, jusque-là, je le rappelle et je dis, le ministère de l'Intérieur n'a pas encore notifié à la CENI. Le ministère de l'Intérieur devrait le faire parce que le gouvernement Mouyage a déposé sa démission et c'est donc constitutionnel que l'on puisse programmer ces élections. Et les Lualabais, les Lualabaises qui nous écoutent savent, et vous le savez, ces Lualabais veulent le changement parce que depuis le départ de Mouyage, rien ne s'est fait là-bas. Tout est au chaos, tout est à l'arrêt et il n'y a aucun chantier qui marche. Tout est à l'arrêt, tout est foutu là-bas. On risque d'être contredit, mais bon, prochainement, j'organiserai quand même une émission débat. Mais vous y étiez vous-même, non? J'y étais, voilà pourquoi. Pourquoi vous n'êtes pas allé à Dilolo? Je peux dire, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu. J'organiserai une émission sur le Lualaba très très bientôt où on aura différents points de vue. Mais moi également, en tant que quelqu'un qui y va régulièrement, j'aurai mon mot à dire. En tout cas, Yannick Chissola. Je souhaite que cette émission se fasse au Lualaba. Oh, j'espère très bientôt. En pleine route de Kolosi Dilolo. On le fera, on verra, on est là. À la démodernisation du Lualaba. On en parlera en tout cas et on montrera, on dira tout haut, c'est que certains disent très bas. C'est d'ailleurs ça c'est d'ailleurs là l'essence de notre travail. Yannick Chissola, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et merci encore pour l'honneur que vous faites chaque fois que je suis à Kinshasa de me recevoir sur votre plateau. Je voudrais encore une fois remercier toute votre équipe. Je voudrais conclure en disant l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Les autorités actuelles ont commis des graves erreurs depuis leur début. Ils continuent à les commettre. Que Dieu pardonne leur âme. Et un peu, vous les aviez aidés au début à commettre également certaines erreurs aussi parce que vous avez eu à diriger ensemble. On n'a pas dirigé ensemble, madame. On ne faisait pas porter leur bilan. Au revoir. À très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité. On se retrouve très prochainement, jeudi prochain, avec un autre invité. En attendant, prenez soin de vous et à très très bientôt.